Et voilà. Donc, merci beaucoup, Stéphanie. Ça me fait plaisir d'être ici en ligne avec vous ce midi pour vous parler. En fait, c'est très Oui, Monsieur personnel. Beauregard. C'est Donc, appelle-moi. Donc, j'ai le. c'est mon expérience, pardon, par rapport au fait d'enseigner et d'étudier au même moment à l'université. Donc, mon plan de présentation, en fait, tout d'abord, qui suis-je? Je vais commencer par me présenter. Je vais vous parler par la suite de mon parcours à titre de chargée de cours, mon parcours de manière générale à l'université. Ensuite, on va aborder les différentes préoccupations face au fait d'enseigner au premier cycle, à des étudiants en fait de premier cycle, voir c'est quoi les intérêts, qu'est-ce qui peut nous motiver en fait à le faire, la réalité et finalement la période de discussion et d'échange qui va suivre. Donc, je n'hésite pas si vous avez des questions, les poser dans le chat, comme disait Stéphanie, ou encore les poser en levant votre main. Ça me fera plaisir d'y répondre. OK, alors, qui suis-je? En fait, tout d'abord, je suis nouvellement PhD. J'ai fait ma soutenance en août dernier. En fait, durant mes études au doctorat, je me suis intéressée à la prévention du dopage sportif, même de la conduite dopante, en fait, dans une plus large perspective. Donc, la consommation de substances pour améliorer les performances sportives et sa prévention principalement et particulièrement par les entraîneurs. Donc, dans le cadre de mes études, j'ai conçu une formation en prévention de la consommation de substances pour améliorer les performances sportives. Initialement, j'ai fait un baccalauréat en kinésiologie. Donc, je suis kinésiologue de formation, je suis entraîneur de formation. J'évolue dans le monde du sport depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai été athlète pendant un certain moment et par la suite, je me suis vraiment dirigée vers l'encadrement, l'intervention auprès d'athlètes. Ça m'a toujours grandement animée. Et récemment, en fait, depuis février 2021, je suis coordonnatrice de la chaire Sims. Donc, je ne suis pas coordonnatrice de recherche. Moi, je m'occupe davantage, comme je dis souvent, de la routine quotidienne, la gestion de courriels, l'organisation de webinaires, de colloques, différents suivis. Donc, ce sont mes tâches. Donc, je suis toujours dans le domaine du sport et j'adore vraiment ce milieu tout particulièrement. Maintenant, mon parcours en enseignement. En fait, j'ai eu mes premières implications en enseignement à titre justement d'auxiliaire d'enseignement dès 2008, dès que j'ai fait mon arrivée à l'Université Laval, en fait. C'était mon baccalauréat en kinésiologie de 2004 à 2007. Puis en septembre 2008, j'ai fait mon entrée à l'Université Laval. Et dès mon entrée à l'Université Laval, j'ai eu la chance d'être auxiliaire d'enseignement, avoir des tâches de correction. Donc, c'était vraiment les premières tâches qui m'étaient assignées, que j'ai réalisées. Évidemment, quand on fait de la correction, c'est un petit peu moins, je dirais, engageant face aux étudiants, en ce sens où on n'a pas à les rencontrer personnellement. À l'époque, c'était ça, du moins. Maintenant, ça a évolué. Mais voilà, donc j'avais déjà cette tâche-là dès 2008. Et dès janvier 2009, j'ai commencé à avoir de l'enseignement, encore à titre d'auxiliaire, où là, je m'occupais de laboratoire. Donc, j'ai toujours eu, dès le départ, je collaborais vraiment avec des professeurs qui demandaient vraiment d'encadrer des étudiants et j'étais moi-même encadrée, guidée dans ces démarches-là. Donc, je n'étais pas laissée à moi-même. Donc, j'ai vraiment commencé, je dirais, très humblement et très progressivement surtout, toujours en ayant un encadrement puis de la rétroaction pour m'aider à m'améliorer. À titre de chargée de cours, j'ai commencé en janvier 2015. Donc, à ce moment-là, j'étais étudiante au doctorat depuis déjà 3 ans. Et c'était un cours qui m'était offert. C'est un cours de tronc commun, en fait. Donc, il faut savoir que je suis chargée de cours, en fait, spécifiquement au département d'éducation physique. Je vous disais que le sport occupe ma vie. J'ai toujours resté dans ce domaine-là. Et j'ai toujours aussi continué à m'impliquer à titre d'entraîneur. Donc, je nourris bien le terrain, la recherche. Les deux sont intimement liés en ce qui me concerne et j'adore ça. Donc, à titre de chargée de cours, en 2015, c'est un cours de tronc commun avec des étudiants en intervention sportive qui collent bien à ma réalité et des étudiants aussi en enseignement au baccalauréat en éducation physique où là, je connais un peu moins leur réalité, évidemment, parce que je ne suis pas
enseignante de formation, mais bien entraîneur. Donc, il y a des similitudes, mais il y a également des différences, des réalités qui diffèrent. Mais malgré tout, j'ai accepté parce que j'avais envie de relever un nouveau défi en ce sens-là, puis d'être vraiment bien, je dirais, en fait, c'est ça. J'étais rendue là dans ma carrière à vouloir être chargée de cours. Et évidemment, je suis toujours chargée de cours à ce jour. Quand j'ai commencé en 2015, on m'offrait une charge de cours, une par année. À partir de 2019, j'ai eu 2 charges de cours par année. Et là, je suis rendue à l'équivalent de 3 charges de cours par année, une à l'automne, 2 à l'hiver. Donc, ça a été très, très progressif, mon parcours en enseignement à l'université. Quand j'ai commencé, c'était des étudiants de première année. Là, maintenant, j'enseigne à toutes les années. Donc, j'ai la chance de pouvoir suivre des cohortes sur toute leur formation universitaire, donc sur 3 ans. Donc, c'est d'autant plus enrichissant aussi la relation qu'on peut développer avec les étudiants à ce moment-là. Maintenant, c'est bien beau, c'est un beau défi d'enseigner. Par contre, il y a plusieurs préoccupations qui viennent avec ça. Et même juste quand on commence à titre d'auxiliaire d'enseignement, puis vous l'avez peut-être vécu aussi, j'ai vu, il y a des auxiliaires de recherche, professionnels de recherche. On a toujours diverses préoccupations qui émanent en ayant ces responsabilités-là qui nous sont offertes. Et c'est tout à fait normal. La première préoccupation, c'est toujours de savoir est-ce que j'ai des connaissances et les compétences. C'est toujours la première question. Moi, le premier cours qu'on m'a offert, c'était en apprentissage moteur. Ce cours-là remontait, à l'époque, j'en avais fait un dans le cadre de ma formation universitaire moi-même au baccalauréat. Mais ça faisait déjà tout près de 10 ans que j'avais fait ce cours-là. Donc, les notions vraiment théoriques étaient relativement loin en ce qui me concernait. J'avais fait ma maîtrise et là, j'étais déjà rendue à ma 3e année de doctorat. Donc, c'était vraiment très loin. Donc, il fallait vraiment que je m'y remette concrètement, que je réouvre plusieurs livres aussi, que je me mette à jour dans un premier temps, de voir qu'est-ce qui s'était fait récemment en termes de recherche. Maintenant, au niveau des compétences, ben, pour donner le cours dans la forme dans laquelle il était, parce que en ce qui concerne où on est à notre département à l'Université Laval, on a la chance, en fait, d'avoir... Moi, en fait, c'est un cours qui était déjà monté. Il fallait que je prenne la relève. C'était un professeur qui ne renouvelait pas son enseignement par rapport à ce cours-là. Il y avait de nouvelles assignations. Donc, je n'avais pas nécessairement tout ce qu'il fallait, même en termes de compétences. Les connaissances, c'était une chose. On peut toujours réouvrir des livres. Les compétences, c'en est une autre. Et je savais pertinemment qu'il me manquait une compétence pour pouvoir donner le cours. Ceci étant dit, j'ai décidé quand même de foncer parce que je me disais, je n'allais pas me priver de cette occasion-là. Je me suis dit, c'est peut-être la seule fois où je pourrais enseigner à l'université, voir qu'est-ce que c'est aussi. Parce qu'on sait, tant qu'on ne l'a pas essayé, c'est toujours difficile d'imaginer qu'est-ce que ça peut être. Donc, je me suis lancée malgré tout, sachant très bien que je n'avais pas les compétences pour le faire comme je veux. Et c'est normal de se questionner, mais sachez qu'il y a toujours moyen, il y a toujours des gens, vous allez avoir des collègues qui vont être là pour vous aider, pour venir vous donner un coup de main. Nous, on a la chance d'être dans un département, au département d'éducation physique à l'Université Laval, qui est très collaboratif. Donc, toujours des gens pour venir nous aider puis pallier si on a des petites lacunes ou des petites faiblesses, comme on dit. Seconde question, est-ce que je serai crédible? Ça, c'est une autre chose, particulièrement au-delà des connaissances, au-delà de la connaissance. Donc, est-ce que je serai crédible auprès des étudiants? Moi, c'était une première question que j'ai eue dès le moment où j'ai été auxiliaire en 2008-2009, parce que, bon, au final, la différence d'âge avec les étudiants n'est pas très grande. Quand tu sors du baccalauréat, tu as 23-24 ans, puis eux autres, ils rentrent, il n'y a pas une très, très grande différence. Donc, à cet effet-là, c'est toujours un peu questionnant. Ceci dit, on en sait toujours plus qu'eux, ce qui est normal. On demeure quand même en apprentissage, mais au-delà de ça, oui, on a de l'air crédible. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est une des questions, en fait, que moi, je me suis posée et que je sais que plusieurs vont se poser également. Est-ce que les étudiants me respecteront?
oui, vraiment pour la grande majorité. En fait, ils vont tous vous respecter. Simplement, des fois, il y en a certains avec qui c'est plus difficile d'entrer en relation. Il y a un petit peu des conflits de personnalité. Ils veulent vous tester parce qu'on commence en enseignement, ils commencent à poser des questions. Et là, des fois, dans le cadre d'un cours, ça peut être vraiment là, ils se relancent entre eux pour vous poser des questions, pour vous challenger. Ça fait vraiment partie de la réalité quand on commence à enseigner. C'est normal, ils testent, ils sont comme tout le monde. Ceci dit, moi, à date, dans mon expérience, je n'ai jamais eu de problématique par rapport au fait que les étudiants ne me respectaient pas. Ils vont écouter. Si vous donnez les consignes, le fonctionnement, il n'y a pas de problème. Ils vont l'adopter. Ceci dit, il y a toujours de la discipline à faire en classe malgré tout. Qu'il soit 120, qu'il soit 30, qu'il soit 20 dans un groupe, il y a toujours un petit peu de déviance, c'est normal. Mais les étudiants vont vous respecter assurément. Et même si votre différence d'âge n'est pas si grande que ça avec eux, en disant que vous, si vous sortez du baccalauréat, par exemple, ou vous sortez de la maîtrise, habituellement, ils ont un très, très grand respect, donc il n'y a pas d'enjeu à cet effet-là. Autre question qu'on peut se poser, et à titre d'étudiant et de chargé de cours, est-ce que j'ai le temps de le faire? Ça, c'est un grand enjeu. On a tous nos projets, nous, qu'on mène. On est nous-mêmes étudiants, on a des enjeux à déposer des travaux, à réaliser des examens. On a des fois un emploi à côté, donc c'est sûr qu'on peut avoir, nous aussi, des enjeux par rapport à ça. Donc, ça vaut la peine de se poser la question. Par expérience, ça finit toujours par entrer dans l'horaire. Par contre, il faut être bien prudent, il faut se respecter là-dedans. Je vais en parler davantage dans les prochaines diapositives. Mais généralement, on a tout le temps de le faire, mais c'est normal d'avoir une crainte par rapport à ça parce qu'on a tendance à voir vraiment une montagne, surtout si d'entrée de jeu, on s'est dit, bon, est-ce que j'ai les connaissances? Il m'en manque, ça me demande de la mise à jour beaucoup. C'est sûr, c'est normal de se questionner, d'avoir des craintes par rapport à ça. Par contre, normalement, ça fonctionne bien et ça le fait. Il faut prendre ça vraiment un cours à la fois. Si vous avez la chance de justement prendre le relais par rapport à un professeur qui quitte, c'est intéressant pour ça. Évidemment, si vous avez à monter un cours complet, là, c'est sûr que c'est plus de temps. Monter un cours, moi, à date, ce que j'enseigne, c'est toujours des cours de 3 crédits, donc c'est des cours de 3 heures par semaine. Monter un simple cours de 3 heures, c'est relativement long. Ça peut être un 15 à 20 heures de travail là, facilement. Des fois plus aussi, dépendamment de la thématique. Certains cours que vous allez présenter, vous avez déjà amplement de connaissances, c'est simplement de la mise à jour. Il y en a d'autres qu'il faut vraiment monter et là, faire des recherches, aller chercher différentes sources. Donc, le temps de tout lire, de se faire une tête, de se faire un plan de présentation, ça peut être plus exigeant, assurément. Ceci dit, le jeu en vaut la chandelle amplement. Le temps exigé, normalement, on reconnaît dans les contrats, quand on enseigne un cours de 3 crédits à l'université, un 15 heures de travail par cours. Ça comprend le temps de préparation, le temps pour donner le cours. Ça comprend aussi le fait si parfois vous avez des examens et vous n'enseignez pas, mais vous avez de la correction. Donc, ça peut prendre jusqu'à 15 heures, tout dépendamment des cours que vous avez à présenter. Donc, il faut évidemment le rentrer dans l'horaire, mais il faut vraiment faire une priorité, bloquer en fait des heures pour être sûr d'avoir le temps de bien se préparer en ce sens. On pourra reparler peut-être après la présentation, vos préoccupations. Moi, c'était les miennes que j'avais à l'époque, quand j'ai commencé. Ceci dit, il y en a peut-être d'autres auxquelles je n'ai pas pensé, que j'ai oublié avec le temps, ou encore d'autres qui ne se sont pas produites en ce qui me concerne. Maintenant, les intérêts à enseigner à l'université. Bon, évidemment, si on vise un poste de professeur à l'université, d'avoir vraiment l'opportunité d'enseigner une première fois avant de postuler, c'est vraiment une chance. Ça vous permet en fait de savoir si vous aimez ça ou pas. Parfois, on a certains objectifs, puis on se rend compte que ça ne colle pas nécessairement au final. Donc, d'avoir cette information-là avant même de s'embarquer dans un processus pour un embauche de professeur à l'université, ça peut être drôlement intéressant.
Ça vous fait évidemment de l'expérience. De plus en plus, les postes, c'est indiqué dans les offres d'emploi, expérience en enseignement, expérience pertinente avec le poste précisément. Donc, des fois, vous n'aurez pas toujours l'expérience pertinente qui colle au poste, mais au moins, vous aurez une expérience d'enseignement. Donc, c'est assurément gagnant. Ça vous donne des chances de plus, ça, c'est sûr et certain. D'avoir plusieurs publications scientifiques, c'est très important dans un CV universitaire lorsqu'on vise un poste de professeur-chercheur. Ceci dit, si on a juste des publications versus un collègue qui a un petit peu moins de publications, mais qui a une expérience aussi d'enseignement, des fois, c'est aussi riche et plus intéressant pour les institutions. Donc, en ce sens-là, d'avoir enseigné, ne serait-ce que comme auxiliaire, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Évidemment, vous avez toujours une expérience qui est pertinente, qui est avec possibilité de transfert. Je vous disais, d'entrée de jeu, je suis kinésiologue de formation. J'ai continué à m'impliquer en tant qu'entraîneur. Donc, souvent, je me mets à jour dans certains cours et je peux réutiliser cette information-là quand je retourne sur le terrain, quand je vais encadrer des athlètes et vice-versa. Je rencontre des problématiques sur le terrain avec les athlètes que j'encadre et je peux partager cette expérience-là lorsque j'enseigne, donner des exemples aux étudiants. Donc, c'est drôlement enrichissant en ce sens-là lorsqu'on a la possibilité de faire les deux et lorsque vraiment vous pouvez continuer à travailler en lien avec ce que vous enseignez à l'université. Évidemment, il y a tout l'aspect financier qui est intéressant lorsqu'on est aux études. C'est souvent un enjeu qu'on a. Les charges de cours, ça demande du travail, évidemment, ça vous demande du temps, ça va vous demander du temps de correction, de préparation dans vos cours, de rencontrer des étudiants. Ça, c'est un autre élément qu'il ne faut pas négliger. Il y a certains endroits où ils ne vous demandent pas de rencontrer les étudiants. Nous, puis moi, personnellement, dans ma pratique, c'est quelque chose que je mets de l'avant lorsque c'est nécessaire, lorsque les étudiants ont des problématiques particulières, ça vaut toujours la peine de les rencontrer pour les aider à cheminer. Ceci dit, l'aspect financier peut vraiment être intéressant. Si vous n'êtes pas étudiante boursier, boursière, c'est sûr que ça devient rapidement un enjeu. Donc, de pouvoir enseigner à l'université à titre de chargé de cours, même d'auxiliaire, l'aspect au niveau financier, ça peut être intéressant, évidemment. La réalité. Quand on enseigne, au-delà de nos préoccupations, au-delà des différents avantages, il y a différents enjeux qui peuvent se dresser vers nous. Donc, un des premiers aspects, c'est des groupes imposants. Je disais que j'ai commencé à enseigner en 2015 à titre de chargé de cours, étudiants inscrits par session à ce cours-là. Donc, le contexte, c'est un enseignement en amphithéâtre devant 120 personnes. C'est quand même assez imposant pour commencer quand, préalablement, moi, mes expériences à titre d'auxiliaire, c'était oui avec des gros groupes, 30, 40, mais ça, c'était des groupes séparés, c'était en laboratoire. Ça m'apparaissait un petit peu plus informel à ce moment-là. Malgré tout, j'étais stressée de le faire. Ceci dit, 120 dans un amphithéâtre, enseigner avec un micro, tout le monde est devant vous. À l'arrière, on n'a aucune idée c'est qui. Donc, si on ne se promène pas dans l'amphithéâtre, on ne sait pas à qui on enseigne littéralement. Ça peut être une réalité, puis ça peut faire peur. Rassurez-vous, c'est vraiment, malgré tout, ça reste une expérience extrêmement enrichissante, extrêmement valorisante, mais on peut faire parfois avoir des groupes imposants. Forcément, ça peut venir avec beaucoup de corrections également. Donc, il faut s'attendre à ça. Ceci dit, vous pouvez toujours faire des changements par rapport aux modalités d'évaluation. Parfois, vous avez la chance d'avoir de l'aide à la correction, par exemple. Je disais que j'avais commencé comme ça, comme auxiliaire de recherche, donc un professeur à ça. Moi, à titre de chargé de cours, j'y avais droit aussi. Donc, c'est mis à votre disposition pour vous aider aussi à titre de chargé de cours. Donc, n'hésitez pas à poser la question à votre direction départementale, à votre employeur pour savoir
ce à quoi vous avez droit, en fait, quand vous prenez une charge de cours. C'est extrêmement important. Ça peut vraiment peser dans la balance, à savoir si vous prenez la charge de cours ou non. Autre aspect, l'horaire des cours, en fait, votre semaine, la leur. Cours que je donne vendredi matin. Vous avez, vous aussi, votre semaine dans le corps, évidemment. Ils ont la leur. Ils ont eu plusieurs cours. Nous sommes dans un contexte parfois où ils vont en stage la semaine, certaines journées de la semaine, ils reviennent à l'université. Donc, il y a une espèce de va-et-vient en ce sens-là entre le milieu et l'université, la théorie. Donc, ils ont leur semaine dans le corps. Souvent, le jeudi soir, ils ont fait un peu le party, ce qui est normal. Ils sont à l'âge de le faire. Il faut accepter ça. Et vous avez aussi votre semaine dans le corps. Vendredi matin, ça se peut que vous soyez fatigué. C'est quelque chose de normal. Puis peu importe donner votre cours, c'est normal aussi d'être fatigué. Il y a beaucoup de préparation qui vient avec la présentation de vos cours. Donc, évidemment, des fois, on arrive, on est un petit peu sur un high, on est très énergisé, on sent d'attaque, mais des fois, on peut vraiment être fatigué et se dire, ich, j'en ai pour 3 heures à faire ce cours-là, ça ne sera pas facile. Acceptez-le, ça fait partie de la réalité, c'est normal. Puis, vous avez votre réalité aussi en tant qu'étudiant, étudiante, vous avez votre stress à vous aussi, fait que c'est normal d'être dans cet état-là, en fait, parfois quand on arrive à certains cours. Je parlais dans un peu les inquiétudes. Est-ce qu'on a les connaissances? Est-ce qu'on a les compétences? Vous ne les aurez pas tous, que ce soit les connaissances ou les compétences. Il y a un moyen de les mettre à jour, c'est certain. Ceci dit, dans le cadre de vos cours, quand vous allez enseigner, vous aurez beau vous être préparé du mieux que vous le pouvez. Il y a toujours une question que vous n'aurez pas anticipée. Ça, c'est systématique. Ça arrive toujours. Ça n'arrive pas nécessairement à tous vos cours. Par contre, il y a des thèmes que vous allez présenter dans le cadre de vos cours qui vont venir chercher davantage certains étudiants parce ils ont certaines problématiques, ils ont le temps de penser à ça pendant que vous présentez l'information, les différentes connaissances. Et ils vont vous arriver avec une question, là, vraiment, là, vous dites « Hey, je n'avais pas pensé à ça ». Et c'est souvent des questions vraiment drôlement. Quand ça se produit, moi, tout dépendamment quelle est la question, des fois, je suis capable de refaire des liens avec certaines notions théoriques, d'émettre des hypothèses, puis vraiment de le contextualiser, de leur dire, bien, logiquement, on pourrait penser que, à l'aune de différents résultats de recherche, donc c'est important évidemment de le contextualiser pour qu'ils comprennent que ce n'est pas une réponse définitive. Mais des fois, il faut s'avouer vaincu et dire, bien, honnêtement, je ne le sais pas. Je ne la connais pas, la réponse, et c'est correct. Moi, personnellement, ce que je fais dans ce temps-là, je prends le temps d'aller écrire la question. Je dis, attends, je vais écrire la question, je vais faire mes recherches, puis je vous reviens avec la réponse la semaine prochaine, et je reviens toujours là-dessus en début de cours. Des fois, je ne trouve pas la réponse. Littéralement, il ne s'est rien fait en recherche où je n'ai pas réussi vraiment pas à trouver. Généralement, je trouve une réponse soit complète ou semi-complète, tout dépendamment des connaissances sur la chose. Mais vraiment, l'idée, c'est d'accueillir ça, de le prendre, de dire, ben, hey, je ne l'ai pas, puis de leur dire. Et non essayer de trouver une réponse un peu boiteuse. Vous pouvez vous avouer par rapport à ça, quand vous avouez vaincu, mais dire que vous ne savez pas, puis vous ne perdrez pas de la crédibilité, puis il n'y a pas de problème par rapport à ça. Les étudiants préfèrent qu'on soit vraiment transparent avec eux que de commencer à essayer de raconter un peu n'importe quoi. Certaines vous en apprendront. Donc, non seulement en termes des questions qu'ils peuvent poser, qu'il y a des choses que vous n'aurez pas anticipées. Avec l'expérience, par contre, on sait souvent les questions qui vont d'un à l'autre. Il y a des cours le cours que j'ai commencé à donner au-delà de ça, certaines vous en apprendront en ce sens où nous, dans le cadre de notre formation universitaire aux étudiants de première année, souvent, ils ont un sport de prédilection et il y a certains cours dans lesquels je les ramène à travailler concrètement sur leur sport.
avec différentes directives. Je veux qu'il me sorte un répertoire d'habiletés techniques. Je veux qu'il me fasse une planification de l'entraînement. Je veux qu'il me fasse une analyse de la tâche. Donc, évidemment, moi, à titre d'enseignante, je ne connais pas tous les sports en profondeur. J'ai assurément une bonne idée. Je sais si c'est un sport collectif ou individuel. Je sais quelle qualité musculaire il peut ressortir, etc. Mais il y a des choses que j'ignore dans leur sport proprement dit. Et moi, je ne suis pas gênée de leur dire, ben, vous êtes les spécialistes dans votre sport. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'ils aiment parce qu'ils sentent aussi qu'ils sont considérés et qu'on n'essaye pas de les prendre de haut. Donc, ça aussi, c'est un aspect que je vous conseille de mettre de l'avant si c'est possible, si ça colle à votre réalité. Évidemment, des fois, ce n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas de terrain ou ils n'ont pas à travailler sur ce genre de choses-là. Mais en ce qui nous concerne, nous, c'est un truc, moi, c'est quelque chose, en fait, que je leur dis régulièrement. Vous êtes les spécialistes et je les laisse aller là-dedans. Autre aspect, certains vont vous aimer, d'autres pas, sans vous détester. Ils vous apprécieront peut-être pas particulièrement pour différentes raisons. Des fois, c'est un conflit de personnalité. Je vous disais, il y en a certains qui vont venir vraiment vous tester. Des fois, c'est la formule que vous utilisez dans le cadre du cours, vous leur demandez de faire des lectures avant le cours et ça, c'est une des pires choses, malheureusement. Ils n'aiment pas ça, ils vous en veulent. Ça fait partie de la réalité. Généralement, la plupart vont, sans vous aimer, vous adorer, vous allez avoir une bonne relation avec eux, il n'y aura pas d'enjeu. Il y en a toujours quelques-uns, là, vraiment, où ça peut accrocher. Et il y en a qui ça accroche de manière, je dirais, plus significative à tous les... Moi, mon expérience à date, c'est environ 3 ans. Toujours quelques personnes où ça accroche plus, parce que c'est ça, les modalités d'enseignement ne leur conviennent pas. Entre autres, si vous mettez de l'avant, entre autres, de la pédagogie inversée ou viennent en classe pour faire des activités, des lectures à faire, des vidéos à visualiser préalablement. Ça, c'est desquels, des fois, ils aiment moins ça parce que plusieurs souhaiteraient venir s'asseoir, qu'on leur donne un cours de 3 heures, puis repartent avec ça. Des fois, personnellement, ce n'est pas la meilleure façon de faire, je trouve. S'il y a possibilité de les faire travailler en classe, les amener à réfléchir, vous poser des questions beaucoup plus enrichissantes. Mais il y en a plusieurs encore qui aiment ce genre de cours très magistral, je dirais. Donc, attendez-vous à ce que certains ne vous aiment pas. Accueillez-le, c'est vraiment pas contre vous, c'est pas des attaques personnelles. Souvent, c'est par rapport à vos modalités. Et ça, ils n'apprécient pas, ils vous font sentir. Et des fois, selon la différence d'âge, si vous commencez à enseigner dans une matière, il semble que vous êtes plus ou moins sûr. Il y en a là, qui sentent ça facilement et qui aiment aller vous tester puis vous déstabiliser, en fait. C'est normal, mais prenez-le pas personnel. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment garder votre ligne directrice à vous. Accueillez quand même les commentaires, puis essayez de comprendre surtout qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Amenez-les à parler, à discuter pour voir si on peut faire évoluer la situation. Évidemment, c'est stressant, comme je le disais. Il y a toujours un stress. Malgré que j'enseigne depuis 2015, là, vraiment en titre de chargée de cours, je suis toujours stressée avant chaque cours, particulièrement le premier, probablement parce que je ne connais pas le groupe, je ne sais pas trop comment ça va se dérouler, je ne connais pas leur dynamique. Ceci dit, c'est normal d'être stressé. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça vous empêche de dormir. Mais d'avoir un petit stress là, avant chaque cours, il n'y a aucun problème en ce sens-là. C'est toujours bon, en fait. Maintenant, est-ce que ça en vaut la peine? Je pense qu'avec mon discours, vous aurez compris que oui, ça en vaut la peine. Le jeu en vaut la chandelle. Même s'il y a différents enjeux, il y a différents irritants, il y en aura tout le temps. Peu importe ce que vous allez faire. Donc, moi, je vous dis, mes conseils, le premier, c'est de vous lancer, donc accepter les offres. Que ce soit comme auxiliaire, que ce soit comme chargé de cours, acceptez vraiment les offres
qu'on vous offre, qui vous sont offertes. À moins que le timing soit très, très mal choisi, vous soyez en collecte de données, par exemple, pour votre projet de recherche, vous dites, oui, ça me retarde de 6 mois, ça me retarde potentiellement d'1 an. Des fois, c'est ça, il faut faire un exercice de coût-bénéfice. Moi, ça m'est arrivé. J'étais déjà chargée de cours quand même à l'époque, mais il y a une charge de cours que j'ai refusée parce que c'était une charge de cours. Je savais que c'était simplement pour une session parce que la professeure était en année d'études et de recherche. Puis, je retardais ma collecte de données d'au moins 6 mois en acceptant l'offre. Donc, je l'ai refusée à ce moment-là. Vous me direz, bon, c'était facile, tu étais déjà chargé de cours. Oui, c'est vrai. Par contre, à un moment donné, il faut penser à soi aussi, puis il ne faut pas se mettre dans le trouble, parce que c'est ça, des fois, on va vouloir tout accepter aussi, puis pas calculer un peu. Des fois, on vient que, et dans nos études personnelles, et à titre de chargé de cours, on n'est pas où on voudrait être, je dirais, en termes de rendement, dans ce sens, on n'est pas capable de faire nos tâches en termes d'étudiants. Puis, même chose en termes de chargé de cours, on n'est pas capable d'être suffisamment préparé comme on voudrait, donc ça devient un petit peu démotivant. Ceci dit, si vous n'avez pas de frein majeur, acceptez les offres, de repousser. Souvent, on se dit « j'ai pas le temps », bien, c'est jamais le temps, en fait. Donc, plus on attend, pire c'est. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'accepter les offres. Autre conseil, quand vous enseignez, que vous soyez auxiliaire, que vous soyez chargé de cours, vous êtes auxiliaire de recherche également, professionnel, bien, c'est toujours d'établir nos limites. Bon, il faut d'abord évidemment les connaître, mais établir également ses limites lorsqu'on enseigne. Nos disponibilités. Quels sont nos moments de disponibilité? À quel moment vous répondez au courriel? Est-ce que vous les prenez la fin de semaine? Est-ce que vous ne les prenez pas? Ça a l'air très banal comme ça, ce que je dis. Ceci dit, si vous évoquez un cadre que vous ne respectez pas, ils vont s'en rendre compte et quand il voit une faille, on est tous tentés à faire ça, il y a une faille, on essaye de se glisser dedans. Donc, moi, par exemple, je dis toujours que je ne réponds pas à mes courriels la fin de semaine. D'entrée de jeu, je n'y réponds pas. Ceci dit, c'est possible que je le fasse. Et ça, je leur dis. Je leur dis, moi, d'entrée de jeu, les courriels ne seront pas répondus la fin de semaine, ça va toujours au lundi matin. Il se peut que j'y réponde exceptionnellement pendant une fin de semaine parce que j'ai moi-même à travailler et je me retrouve devant mon ordi. Et à ce moment-là, je le fais, mais prenez pas ça pour acquis. Donc, je mets vraiment les règles claires avec eux en ce sens-là. Même chose pour les dates, les heures de remise de travaux. Bien, pour moi, 16 heures, ce n'est pas 16h01. Donc, tu dois t'arranger pour vraiment remettre en temps. Tu le sais depuis le cours 1. Il n'y a pas de surprise. Donc, moi, j'établis clairement mes limites en ce sens-là. Et non seulement les établir, mais également les respecter. Comme je vous disais, le fait de répondre aux courriels, si vous commencez à répondre aux courriels systématiquement, si vous leur répondez du moment qu'ils vous envoient un courriel, il y en a qui prennent l'habitude, là, ils vous envoient un courriel, si vous n'avez pas répondu dans 5 minutes, ils viennent voir, hey, tu n'as pas répondu à mon courriel. Vous n'en sortirez pas. Fait, établissez vraiment vos limites. Qu'est-ce que vous faites à quel moment? Ça va être beaucoup plus facile pour vous en ce sens-là. Aussi, éviter de gérer l'exception. Souvent, on a tendance, surtout quand on commence, je vous disais, il y en a qui ne vous aimeront pas, ils vont vous aimer moins. On voudrait que tout le monde nous aime, ou du moins nous apprécie. Comme je vous disais, il y en a toujours avec qui ça va être plus difficile. Si vous commencez à gérer l'exception pour essayer un peu d'acheter la paix ou autre, c'est une des pires choses à faire parce que ça se sait très rapidement. Ils se parlent. Donc, il y en a qui rapidement disent « OK, bien, avec telle personne, tu as juste à lui demander un délai, pas de problème, elle va te le donner. Okay? » Donc, ça fait des petits, ça fait vraiment boule de neige et vous allez être pris avec ça pour plusieurs années, croyez-moi. Moi, au contraire, celle qui gère très, très, très rarement l'exception pour vraiment de très bonnes raisons. Notamment, un étudiant qui a été malade, etc., je fais vraiment preuve de souplesse. Mais autrement, un délai pour un délai. Si tu m'écris la nuit pour me demander un délai pour le lendemain, 8 heures, c'est sûr que la réponse est non. Tu avais qu'à te prendre plus d'avance que ça. Ceci dit, moi, j'ai vraiment une réputation. Je suis vraiment la pire dans mon département. Ils le disent. Quand tu vas avoir Dionne, fais attention, elle n'est pas comme bonne. C'est la réputation que j'ai. Ceci dit, ça ne m'empêche pas d'avoir quand même une bonne relation avec les étudiants et les étudiantes, mais le cadre est clair et ils savent ce qu'ils ont à faire, en fait.
Dernier aspect, en fait, pas dernier aspect, avant-dernier, c'est accepter la critique et les conseils. Donc, je vous disais, certains étudiants, des fois, ne seront pas contents par rapport aux lectures, aux activités, vos modes pédagogiques, les façons d'évaluer, etc. Donc, de les accepter, de les prendre. C'est jamais contre vous. Puis, accepter les conseils si vous avez la chance d'être encadré par d'autres professeurs, de collaborer avec d'autres professeurs. Souvent, ils ont des conseils. Acceptez-les. Encore là, c'est toujours très, très enrichissant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours qui était très graduel, comme auxiliaire, où j'ai eu la chance aussi d'avoir des professeurs qui venaient voir ce que je faisais en laboratoire pour s'assurer que tout était bon et m'aider à progresser là-dedans. Ça a l'air niaiseux, mais au début, je ne pensais pas utiliser un tableau. Vous allez me dire, c'est basique, c'est un tableau, c'est une craie avec un tableau vert. Oui, mais je n'y pensais pas parce que je suis habituée que je suis entraîneur, je n'ai pas de tableau, j'ai un groupe devant moi, je leur parle, je leur explique les consignes, ça va bien. Quand on enseigne, ben, ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Donc, des fois, c'est des petites choses comme ça qui vont nous aider à cheminer. Et finalement, bien, soyez bienveillants, bienveillantes envers vous-même, extrêmement important. Autrement, vous avez oublié, oui, soyez vous-même. Quand j'ai commencé à titre d'auxiliaire, je voulais vraiment comme établir la différence entre les étudiants et moi. Évidemment, je n'avais pas une grande différence d'âge avec eux. Je me suis placée dans une position, puis un rôle vraiment autoritaire, qui n'est pas du tout moi, en fait, parce que je suis quelqu'un qui ne se prend pas vraiment au sérieux dans la vie et qui est très pince sans rire. Donc, d'adopter cette posture-là, ça ne me convenait pas. Je n'étais pas bien. J'allais enseigner, j'étais vraiment très, très stressée parce que je n'étais pas moi, tout simplement. Maintenant, j'enseigne. J'en ai 120 qui sont devant moi. Puis, comme je leur dis toujours, c'est moi la plus déviante dans le groupe et c'est vrai. Souvent, quand on l'échappe dans le groupe, quand je parle le contrôle, c'est parce que c'est moi qui ai dit une joke. Puis là, c'est parti, on l'a échappé. Par contre, je suis beaucoup plus à l'aise, je suis beaucoup plus confortable à ce moment-là d'enseigner. C'est beaucoup plus agréable pour moi et même pour les étudiants parce qu'ils le ressentent aussi quand vous n'êtes pas à l'aise. Voilà, donc c'est ce qui complète ma présentation. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, période de questions et d'échanges. Je vais arrêter ma présentation. Oui, je vous écoute. Bonjour, merci Bonjour. pour la présentation. Pour les postes auxiliaires, Oui. est-ce qu'il y a une place, on peut retracer ces postes-là? Moi, pour votre information, aussi, je suis directeur exécutif de Taekwondo Québec plus que 11 ans. J'ai une maîtrise en ressources humaines à l'ENA. Je veux partager mon expertise avec le monde, mais j'ai aimé votre profil, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que il faut contacter des universités? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y aller retracer ces offres-là auxiliaires? Merci. Normalement, il y a des postes qui sont affichés. Nous, en tout cas, à Laval, il y a des postes qui sont affichés sur le service développement professionnel. J'imagine que c'est comme ça aussi pour les autres universités. Ils ne sont pas toujours nécessairement tous affichés parce que des fois, ça va aussi beaucoup avec, je dirais, avec des contacts. C'est comme partout dans la vie. Les contacts sont très importants. Mais autrement, ils peuvent être affichés sur les sites de services de développement professionnel ou services de placement là, des diverses universités. Merci. Merci. Oui, donc, au bon point, écrire au département, effectivement, Stéphanie, en ciblant, c'est tout à fait. C'est une autre belle façon de faire. Puis, il y a d'autres questions, des commentaires, des gens qui voudraient échanger. À titre d'auxiliaire, je voyais, il y avait quand même des auxiliaires de recherche à la base. S'il y en a qui souhaitaient échanger. OK. Donc, étudiants avec qui ça clique moins, comment on peut gérer ces situations-là? C'est une bonne question. Premièrement, c'est vraiment, c'est sûr que ça vient toujours nous chercher émotivement avec des étudiants avec qui ça clique moins bien. Si ça clique moins bien, c'est encore tel que tel. Il y en a où vraiment, il va y avoir des accrochages qui vont venir vraiment, je dirais, nous picosser, là, nous challenger concrètement, dire hey, pourquoi il faut faire des lectures ou j'ai vraiment de la misère à suivre dans ton cours, c'est trop difficile, c'est très, très lourd, etc.
La première chose, c'est vraiment là, de rester calme, de ne pas s'enflammer. Moi, ce que je fais, c'est que je les questionne toujours à savoir, OK, bon, c'est difficile de suivre dans mon cours. Qu'est-ce qui est difficile? Est-ce qu'il y a des notions sur lesquelles s'accroche davantage? Fait que je vais vraiment par le questionnement, je les écoute parler, je reviens au fonctionnement. OK, est-ce que tu fais toutes tes lectures? Bon, premièrement, souvent, ils vont me dire qu'ils font pas les lectures. Bon, ben, c'est sûr que si tu ne fais pas tes lectures, le but des lectures, c'est pas de tout comprendre tout de suite, puis de tout connaître. L'idée, c'est de se mettre en tête ce sur quoi on va parler dans le cours. Donc, moi, c'est la première vérification que je fais, à savoir s'ils font les lectures. Quand ils ne font pas les lectures, OK, ben là, on ne les fait pas, c'est trop long. Bon, OK. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Est-ce que tu pourrais dire que tu lis au moins faire la moitié des lectures? Donc, j'essaie vraiment de trouver des solutions avec eux. Souvent, je leur rappelle, ça arrive souvent avec des étudiants de première année qui rentrent à l'université aussi, qui pensent un peu, il y en a toujours qui pensent qu'ils sont encore en mode cégep, ils peuvent faire le party, puis venir au cours, puis ça va bien se passer. À l'université, ça demande un petit peu plus d'engagement que ça. Donc, souvent, c'est leur dire, ben là, écoute, tu es rendu à l'université. Donc, ça, c'est un peu notre job de leur rappeler ça. Donc, tu es à l'université, c'est plus comme le cégep, ça demande un peu plus de travail, c'est sûr, un peu plus d'engagement de ta part. Commence par essayer de lire, soit en diagonale, au moins les grands titres, les premiers, derniers chapitres. On va commencer par ça, puis tranquillement, pas vite, augmenter. Mais c'est ça. Moi, je les questionne toujours, en fait, pour essayer vraiment de comprendre, puis les aider, d'une part, parce qu'en fait, c'est eux autres les pires. Puis aussi pour un peu m'aider à me détacher de la situation parce que ça peut devenir très, très prenant, en fait. Voilà. Donc, ben, je te remercie, Sofiane, pour cette présentation vraiment intéressante. Puis, certaines personnes qui ont dit que c'était une belle introduction. En effet, je pense que ça fait un beau tour. Puis ça l'enlève un peu de stress ou de crainte qu'on pourrait avoir à se lancer dans l'aventure. Donc, je te remercie. Je pense qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Donc, je remercie tout le monde d'avoir participé.